L'Europe en direct, on se retrouve, Martin Maréchal. Quelques semaines nous ont séparés, puisqu'évidemment, en tant que candidat, vous ne pouviez pas vous présenter et aux élections et présenter vos chroniques ici. Maintenant que les élections se sont finies, brillamment, puisque vous avez récolté 2700 voix, ce qui est évidemment un très beau score, très honorable. Bravo. Ben merci. Oui, pour une première participation, c'était plutôt pas mal, effectivement. Aussi, voilà, c'est énorme au fédéral. Il y a un grand territoire à couvrir. Donc, voilà. Mais voilà. On a fait ce qu'on a pu et on s'est donné à fond, de toute façon. Alors, nous ne sommes pas ici pour parler évidemment de votre brillante carrière, mais de l'Europe et de sa configuration actuelle. Je pense que c'est pas une révolution, mais ça bouge, ça change. Il va falloir construire et imaginer en tout cas d'autres équilibres. Ben oui, donc les résultats des élections européennes, c'est effectivement, en Belgique on les a un petit peu moins regardés parce qu'il y avait d'autres élections à regarder, mais n'empêche que c'est très intéressant. Il y a plusieurs éléments notables. Le premier, c'est le taux de participation, qui est en fait très élevé, qui est le plus élevé que depuis 1994, avec 51% des Européens qui ont voté, donc une personne sur deux en Europe qui avait le droit de vote, qui est allée se mobiliser, ce qui est bien plus élevé donc la fois passée. Oui, on pensait 40% maximum, donc voilà. On est largement au-dessus. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup de jeunes aussi, on estime que c'est probablement aussi parce que beaucoup de jeunes de la nouvelle génération comprennent en fait que beaucoup d'enjeux ne peuvent se résoudre vraiment qu'au niveau européen, c'est-à-dire ensemble. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, avec des pays notables, notamment on se souvient de la Slovaquie qui avait été le pire élève en 2014, avec 13% de votants, qui aujourd'hui est à 23%, la Roumanie qui était à 32%, qui passe à 51%, donc il y a vraiment une mobilisation dans certains pays, c'est vraiment très très évident. L'Espagne, à nouveau, un pays où c'est pas obligatoire de voter, évidemment c'est aussi la différence, il n'y a qu'en Belgique et au Luxembourg que c'est obligatoire, mais l'Espagne, 66% de gens sont allés voter, 2 personnes sur 3, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ça c'est en tant que démocrate on peut que s'en réjouir. C'est laissé il y a 3 minutes sur une question fondamentale, comment va se recomposer l'Europe après ces élections? Alors là, à nouveau, une autre chose notable, c'est que pour la première fois, on ne pourra plus faire une majorité au niveau du Parlement européen avec 2 factions. Il va falloir forcément une 3e faction, puisque les 2 grandes factions, les 2 plus grandes factions qui étaient le PPE et le SND. Le SND sont les sociaux-démocrates, voilà. Les sociaux-démocrates. Avant, on était capable de faire une majorité à 2 et ça suffisait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce qu'ils ont tous les 2 reculé à peu près de 40 sièges. 40 sièges, voilà. Exactement. Il va falloir un 3e partenaire. Alors, c'est là que c'est intéressant. Il y a le ALDE qui est au milieu, les libéraux et démocrates, qui eux ont fait une percée, notamment boostés par les eurodéputés français. En fait, dans lesquels sont Macron, Verhofstadt, ça c'est les libéraux du centre. Les libéraux centristes. Voilà. Qui se trouvent vraiment entre les deux. Alors est-ce que les eurodéputés ont fait la majorité avec eux? Il y a aussi les écolos qui ont fait une percée. Ils ont été boostés par notamment les électeurs français, les électeurs allemands. Est-ce une alliance bien naturelle, PPE, ALDE, centriste, avec des... Est-ce que c'est pas... Voilà, est-ce que c'est pas une façon d'écarter d'une façon ou d'une autre les souverainistes et les eurosceptiques, parce que à 2 ça suffisait avant, maintenant il va falloir être à 3 ou à 4 même. C'est pas une façon un petit peu de se dire de toute façon quoi que vous fassiez, on va toujours faire une alliance pour que vous ne fassiez passer vos idées? Voilà, ça c'est un risque, effectivement, c'est une très très bonne réflexion, c'est se dire ok, alors peut-être qu'effectivement ce coup-ci on peut encore faire cette majorité droite, gauche et ceux du milieu avec quelque chose de très consensuel, de très centrale en réalité, et du coup en mettant dans l'opposition tous les partis qui étaient contestataires, qui avaient des choses peut-être plus radicales à offrir au projet européen. Ça peut effectivement renforcer, c'est-à-dire que ces gens vont être donc du coup dans l'opposition pendant 5 ans et pouvoir se construire à nouveau encore plus une santé pendant ce moment-là. On met dans cette opposition l'Italie, la France, l'Angleterre, la Hongrie, ça fait quand même pas mal de pays, dont des pays importants. Bon, donc la Hongrie c'est Orban et il va quand même dans le PPE, voilà, ce serait quand même dans la majorité. Oui, ce qui est en effet assez bizarre aussi, puisque Orban dans le PPE, c'est pas tout à fait... C'est compliqué, c'est ça qui est très grands partis et qui ont en commun normalement d'être pour le PPE, des chrétiens démocrates. Et du coup, il y a différentes factions. Et c'est vrai que d'un côté, vous avez le Fidesz et puis vous avez le CDH belge. Donc, il y a un grand écart phénoménal. Tout ça n'est pas simple, Martin, et on en reparlera bien sûr la semaine prochaine. Et puis aussi, qui va être le président de cette nouvelle entité, puisqu'évidemment, la commission Juncker s'en va. Qui va être le président? C'est aussi une grande question. Une grande question à laquelle on essaiera de répondre, Martin, la semaine prochaine. La semaine prochaine.